Bonjour à tous, on va pouvoir commencer donc ce webinaire à tempo en co-animation avec l'ICEM aujourd'hui concernant la gestion des données sensibles des laboratoires de recherche. Donc le webinaire durera à peu près une demi-heure. On prendra quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions, que vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions sur l'onglet Q&R que vous avez en haut de votre écran et on vous y répondra donc à la fin. Le webinaire est enregistré, donc on vous fera également parvenir le lien à la fin de la journée, avant la fin de la journée. Voilà, donc je pense que de mon côté c'est bon. Renaud, je te laisse la main pour présenter donc les intervenants d'aujourd'hui et puis je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, laissez-moi tout d'abord vous présenter nos invités du jour. Donc, nous souhaitons vous présenter nos intervenants qui font partie de l'ISEM, comme le disait Cécile. Donc, je vais demander à Yannick et Dimitri de bien vouloir se présenter. Et on garde ensuite une page qui décrira un peu plus l'ISEM et ses missions. Bien, bonjour, donc je suis Yannick Frontera, je suis le responsable du service Easy Support qui s'occupe de l'assistance aux utilisateurs, du réseau et de l'infrastructure de l'ISEM. Et bonjour à tous, moi c'est Dimitri, donc je co-gère le service avec Yannick, donc tout ce qui est assistant utilisateur, gestion des serveurs, gestion de l'infrastructure en général. Très bien. Merci Yannick, merci Dimitri. Donc moi je suis Renaud Bonnevie, directeur du Product Management chez Atempo. J'anime effectivement ce webinaire. Je tenais également à remercier Cécile Armel et toute l'équipe marketing pour la préparation de ce webinaire. Et donc nous allons démarrer évidemment par la présentation de l'Institut des sciences et de l'évolution de Montpellier, qui dispose donc de deux structures, mais je laisse Yannick et Dimitri en parler, ils en parleront bien mieux que moi. Alors oui, tout à fait, donc nous on est l'ISEM, donc la partie gauche. Effectivement, donc l'ISEM c'est un laboratoire de plus de 250 personnes, basé sur différentes locations, à savoir sur la faculté des sciences de Montpellier et sur plusieurs bâtiments. Donc c'est un laboratoire qui est assez conséquent point de vue structurel. Il s'étend, donc, comme je disais, sur plusieurs bâtiments. Et donc, euh, on travaille sur différentes thématiques, donc la paléontologie, de l'humain, du moustique, un petit peu de tout, avec donc des chercheurs et des thématiques et des besoins différents. Ah, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup Yannick. Nous allons maintenant passer aux enjeux et défis des instituts de recherche. Donc lors de la préparation de cet entretien, je vous ai demandé quelles étaient les principales problématiques auxquelles vous faisiez face et on avait pu en aborder trois. Donc la première étant les besoins incessants de stockage par les chercheurs. Donc pour nos auditeurs, pardon, à quoi servent ces stockages? Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, je disais que l'ISEM est un laboratoire assez conséquent puisque en 10 ans, il a doublé en termes de personnel et effectivement, ses besoins de stockage ont explosé. Donc ça représente des données non structurées, ça représente un petit peu tout, ça peut aller des données brutes de recherche à des papiers, à des thèses, à des simples échanges entre différentes personnes sur des constructions de projets. Donc effectivement, on peut avoir des images, on peut avoir du PDF, on peut avoir de tout. Et ça représente pour l'essentiel les données de recherche des chercheurs. Très bien. Et est-ce que vous pouvez donner aussi un peu de détails sur le volume que ça peut représenter chez vous, ce type voilà, de données de stockage pour les chercheurs? Alors là, actuellement, on est sur de la volumétrie qui avoisine le péta et qui représente environ 400 millions de fichiers. Voilà. Ouais, c'est assez conséquent, effectivement.
Et on a des gros problèmes pour réussir à stocker, enfin à archiver ces données, quoi. D'accord. Et peut-être une idée de la volumétrie, enfin du nombre de NAS que ça peut représenter à stocker, enfin, est-ce que vous avez déjà des éléments sur le sujet? Alors là, on a un peu moins de 10 NAS. Alors, ils sont Mhm. évidemment pas tous pleins, mais ils sont répartis entre les différentes équipes et dans différents bâtiments. Ça commence, j'avoue, hein, ça commence à devenir un peu difficile à gérer. Tant point de vue de ce qui n'est plus sous garantie et qu'il faut maintenir. Bon, ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais ça représente non seulement des problèmes de place dans les bâtiments et dans les salles serveurs, des coûts énergétiques. Voilà, comme vous dites, voilà, c'est exactement ça. Donc effectivement, ça représente pour nous des sommes pour maintenir les NAS qui sont hors garantie. Moi, je suppose que les personnes qui sont connectées ont les mêmes problématiques, hein. Il faut changer les disques régulièrement Mhm. quand ils claquent. Et également, eh bien, on est un laboratoire d'écologie, donc on se doit d'essayer de faire des efforts dans ce sens-là. Et donc, effectivement, c'est l'impact concernant les fluides, les climatisations et l'électricité est quand même assez conséquente sur ce type de NAS. Donc, ouais, c'est une problématique qu'on a tenté de solutionner, enfin, du moins, d'améliorer. Oui, c'est un point important, on l'avait abordé. Effectivement, en dehors du coût propre d'acquisition ou d'exploitation du NAS, il y a un certain nombre de coûts cachés qui ne sont pas forcément visibles et qui ont pour vous un impact considérable. Donc, effectivement, ça faisait partie des sujets à élaborer. C'est le deuxième risque sur lequel vous avez mis effectivement le doigt. Et on a largement aussi élaboré sur le troisième risque, qui est cette fois-ci plutôt lié à des faits d'actualité, hein. On connaît tous les risques cyber. On se pose même plus la question de si un jour il y aura un risque cyber pour notre entreprise, mais plutôt quand est-ce que ce risque cyber aura lieu. Donc, on imagine très bien les impacts, surtout pour les données et les travaux liés aux chercheurs. D'ailleurs, pendant la préparation, vous me citiez le cas d'un organisme de recherche qui avait été victime d'une cyberattaque et dont tous les dossiers de recherche et documents associés avaient été chiffrés. Quel est l'impact et pouvez-vous nous exprimer un petit peu cet impact justement pour cet organisme? Alors, effectivement, hein, c'est notre hébergeur, hein, qui a malheureusement été attaqué. Bah, l'impact, ça a été, même s'ils ont été super réactifs, ça a été effectivement une perte temporaire de la boîte mail. Ça a été effectivement les services qui se sont effondrés. Justement, à ce sujet-là, on a eu une réunion, bah, c'était tout hier matin, donc c'est assez frais. On a eu une réunion justement sur ces risques-là, des cyberattaques. Où est-ce qu'effectivement, on va effectivement, l'hébergeur nous demande de mettre en place une PSSI beaucoup plus restrictive. Et notamment, une des règles de la PSSI, c'est de pouvoir avoir les données hébergées hors ligne, c'est-à-dire, bah, par exemple, sur bande. Et ça a été une de nos motivations également pour nous, pour garantir à nos utilisateurs, nos chercheurs, mais également tout le personnel technique et administratif, c'était de pouvoir en fait être sûr de pouvoir redémarrer. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, justement lors de cette réunion que nous avons eu hier avec nos RSSI, c'est pas à savoir si on peut s'en protéger. Ils nous ont bien expliqué que de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir, c'est comment on va pouvoir redémarrer une fois qu'on aura été compromis. Parce qu'effectivement, le risque zéro n'existe pas. Et donc, il faut pouvoir avoir des outils qui nous permettent de revenir en arrière et pas trop longtemps en arrière pour garantir justement une perte minime au niveau des données des chercheurs. Parce qu'on sait très bien qu'un chercheur, pour lui enlever ses données, c'est même pas la peine, c'est sa vie, quoi. Donc, effectivement, pour nous, c'est un enjeu majeur et je pense qu'effectivement, la sauvegarde, l'archivage sur bande nous permet d'avoir cette réponse, d'avoir un stockage hors ligne et pouvoir redémarrer de là. Donc, en fait, je pense que même pour un service informatique, nous, on va s'y coller, c'est-à-dire qu'on va balancer nos VM, nos serveurs virtualisés dessus et les sauvegarder en plus là-dessus. Et c'est d'avoir un filet supplémentaire et vraiment minimiser le risque. Ouais, on comprend tout à fait les impacts que ça peut engendrer, les conséquences. Donc, il est important de pouvoir remédier à ces risques
puisque, comme vous l'avez dit, ça interviendra forcément un jour, et c'est intervenu d'ailleurs chez vous. Très bien. Maintenant, si on parle un petit peu des critères de choix, vous avez effectivement bien résumé vos besoins, les enjeux que vous avez pu rencontrer dans votre domaine, dans votre verticale qui est la recherche. Donc, on connaît aujourd'hui, voilà, il y a des différents critères de solutions. Vous me parliez notamment de votre processus de recherche, de sélection de solutions d'archivage. Vous avez regardé des solutions communautaires, mais également des solutions commerciales. Comment avez-vous entendu parler d'Atempo déjà et pourquoi cette solution peut-être? Alors effectivement, on a d'abord commencé à essayer de chercher une solution gratuite. Donc on a essayé de faire fonctionner notre serveur à bande avec Proxmox Backup Server. Hmm. Ça fonctionne, c'est très compliqué, c'est très lourd, ça restaure très lentement, il faut chercher les fichiers. Enfin, c'est très rébarbatif d'imaginer sauvegarder 400 millions de fichiers là-dessus. Et puis, au fil des discussions avec des collègues, bien, on a appris qu'il y avait un collègue pas très loin qui utilisait donc Atempo, un autre produit, je crois que c'était Lina ou Tina, enfin je crois que c'est Lina. Et en fait, on est allé le voir, il nous a fait la démonstration. Et en fait, on a été séduit par le côté prise en main du produit, son ergonomie, effectivement. On ne connaissait pas du tout, hein, je suis honnête, hein, moi, Tempo, je ne connaissais pas du tout. Mhm. Donc, en fait, il nous a dit qu'il avait de très bonnes relations avec le support, que c'était quelque chose vraiment qui fonctionnait vraiment bien. Et donc, en fait, on a contacté tout simplement la vente et on a exprimé notre besoin. Donc, on a eu des échanges avec le support et ils nous ont plutôt orienté sur Myria au vu de la taille. En fait, quand vous avez des données non structurées et de ce volume-là, en fait, c'est le logiciel adéquat, c'est Myria. Et donc, ben, on a vu qu'en plus, c'était au marché. Mhm. On s'est dit pourquoi pas, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé sur cette solution-là. Et voilà. Voilà. En tout cas, concernant les critères, ça a été ça, c'est que bah, déjà, on a été rassuré parce qu'il y avait des collègues qui utilisaient. Moi, j'ai appris qu'à la délégation également, ils tournaient aussi avec la sauvegarde des postes sur Tempo. Donc voilà, on a su rapidement que c'était une entreprise qui avait les reins solides, en plus une société française, elle est au marché, donc voilà, ça cochait toutes les cases. Mais j'avoue ne pas avoir allé chercher vraiment plus loin. Pour moi, ça remplissait toutes les cases, donc ça m'allait très bien, quoi. Et puis, vous aviez un petit peu élaboré la réponse tout à l'heure. Vous avez parlé aussi peut-être des critères techniques, hein, le besoin de devoir archiver sur bande, Ouais. permettre de retrouver facilement vos dossiers, fournir les éléments ou travaux aux chercheurs assez rapidement. Donc, je pense que c'est un ensemble de critères. On les a un petit peu mis sur les slides, hein, 5 critères importants euh, qui ont fait le choix de cette solution pour vous. Ouais, Donc, oui, dites-moi. juste pour revenir sur le truc, comme me le soulignait Dimitri, Mhm, effectivement, ce qu'on a beaucoup apprécié, parce qu'on l'a testé quand même, c'est mhm. l'ergonomie. Quand je vois certains logiciels bah, qui sont, eux, par contre, gratuits, mais l'ergonomie, il va pas, c'est-à-dire qu'on perd un temps. Là, nous, ce qui nous a beaucoup séduit sur ce produit-là, mais on le verra peut-être sur des slides ou quoi, mais c'est vraiment la prise en main facile. Et c'est quelque chose que j'apprécie pour gagner du temps. Très bien. Effectivement, fait partie des axes qu'on développe beaucoup, hein. On a dans les équipes des produits designers qui travaillent aussi bien la partie interface utilisateur que expérience utilisateur. Donc, on continue à développer nos solutions avec toujours dans l'esprit d'avoir des solutions éprouvées et qui sont facilement déployables et ergonomiques. Donc, bon, peut-être je vais en profiter pour présenter Atempo parce que, comme vous l'avez vous-même évoqué, il y a encore des sociétés qui ne connaissent pas Atempo. Donc, c'est un éditeur de logiciels français qui a été créé en 1992, qui vend aussi à l'international.
On a 3 gammes de solutions chez Atempo, donc une gamme qui s'adresse à des toutes petites structures qui leur permettent de fournir un niveau de sécurité suffisant pour les risques cyber, et tout ça encapsulé dans une appliance pour faciliter effectivement la mise en œuvre. On fournit également une gamme de solutions pour des structures intermédiaires, de manière à pouvoir sauvegarder et faire de la protection de données sur l'ensemble de leurs serveurs physiques ou virtuels, et également des applicatifs. Et comme vous l'avez évoqué, on a aussi une solution pour la gestion des grands volumes de données, et c'est là où intervient Myria. Il va pouvoir donc s'adresser et s'interfacer très bien dans le type de vertical qui est aujourd'hui la recherche, et qui répond complètement à ce type de besoin. Donc, pour exprimer un petit peu cette solution en quelques mots, hein, donc Myria, c'est une plateforme logicielle qui offre 5 services complémentaires et indépendants. Les clients vont avoir généralement un besoin à résoudre. Donc, ils vont vouloir démarrer par une de ces initiatives. Donc, ils vont vouloir résoudre une problématique précise, donc la migration, l'archivage, la sauvegarde, et vont pouvoir étendre très rapidement en activant de nouveaux modules complémentaires sur cette plateforme. Donc, l'idée, c'est vraiment cette flexibilité qu'offre la solution et cette activation de l'ensemble de ces piliers. Un autre point important pour Myria, c'est évidemment le guide de compatibilité qui est aujourd'hui le plus large du marché. Donc, l'un de nos engagements auprès de nos clients et partenaires, c'est de continuer régulièrement à étendre et enrichir ce guide de compatibilité. Myria est agnostique et indépendant des stockages dans le but de vous rendre le contrôle de vos données. C'est vraiment l'objectif notre mot d'ordre, c'est vraiment de faciliter cette mise à disposition des données, pouvoir définir un stockage source, un stockage de destination, qui soit évidemment cloud, qui s'adresse à des verticales de recherche en utilisant des stockages de type spécialisé comme Lustre, qu'il adresse également des stockages objets ou des NAS. On a vu dans votre cas de figure, vous en avez une dizaine, et après, ça peut être des NAS variés. Et évidemment, un point important, c'est aussi on est, de par notre ancienneté, hein, 30 ans plus de 30 ans sur le marché, aussi des experts sur tout ce qui est bande, et on le voit, c'est un critère très important en termes de cyber, hein, parce que ça offre cette immuabilité qui est intéressante des données. Et en ce qui concerne évidemment ces stockages, comme vous pouvez le voir, non seulement la solution est disponible sur le marché, sur les marchés publics, mais également les stockages, ce qui facilite, justement, on en parlait avec Yannick lors de la préparation, Yannick et Dimitri, ce qui facilite effectivement le choix. Ça leur permet de choisir aussi bien les solutions que les stockages directement dans les marchés publics. Euh, je viens de vous décrire rapidement Myria et ses modules. Mon objectif est aussi de vous donner la vision la plus complète possible des besoins des centres de recherche qui viennent nous voir. On a vu avec Yannick et Dimitri qui ont bien décrit leurs problématiques et leurs besoins, il y a des besoins de sauvegarde et d'archivage pilotés par les informaticiens. Donc, aujourd'hui, on a discuté avec un bon nombre de clients, et souvent, on se rend compte qu'il y a un besoin initial qui est vraiment de mettre en place des sauvegardes, des archivages complètement contrôlés par des informaticiens, et souvent de compléter ce besoin. Et on l'a étendu justement ce périmètre avec ce premier cas client, qui est le premier concerne évidemment un grand centre de recherche génomique français. Le besoin complémentaire ici était de pouvoir déléguer
et éviter les délais d'attente avec l'utilisation, par exemple, de systèmes de ticketing, créer un ticket pour avoir accès à quelque chose. Donc, l'objectif était vraiment de mettre en place une implémentation avec Myria pour rendre les scientifiques autonomes dans le déplacement de données. Donc, qui se fait via un simple glisser-déplacer. Donc, l'objectif là, c'est vraiment, on fournit une interface web à travers notre solution Myria. Le scientifique va pouvoir se connecter, déplacer très simplement sa donnée sans avoir une idée de où se trouve sa donnée et dans quelles différentes cases il faut qu'elle soit gérée. Donc tout ça, c'est la partie que gèrent les informaticiens qui vont pouvoir mettre en place des règles précises qui vont être appliquées de manière transparente et qui vont permettre, à travers ces règles, d'avoir une protection de données prédéfinie et hyper sécurisé, puisque tout est automatisé et configuré par les informaticiens. Donc on voit vraiment cet aspect où on va permettre de donner la main au métier, simplifier cette complexité que représente effectivement l'informatique. Un deuxième cas d'usage, et cette fois-ci, il s'agit d'un groupement de 4 universités britanniques qui sont confrontées à peu près au même défi. Ces universités gèrent des volumes de données astronomiques hein, dans des domaines, cette fois-ci, de l'astrophysique. Donc on voit notamment, ils traitent des données sur la physique des particules, sur de la cosmologie, des systèmes solaires. Donc tout ça, on imagine très bien le volume et le type de données, hein. Ce sont des données assez volumineuses. Donc dans l'exemple qu'on a, on voit qu'ils traitent 4 pétaoctets de données sur du lustre. Ils vont traiter 8 pétaoctets de données au niveau des archivages. Et au, leur besoin va au-delà de la sauvegarde et l'archivage, là aussi. Il s'agit de donner aux chercheurs la possibilité d'archiver eux-mêmes leurs données. Et pour cela, nous avons développé une série de commandes command line spécialisées hein, pour s'adapter à leurs environnements de travail. Les chercheurs de la DIRAC sont dans des environnements où voilà, régulièrement ils font toutes leurs demandes en command line. Donc on est venu adapter la solution pour s'adapter à leur environnement spécifique et permettre là aussi de piloter leurs besoins aussi bien en archivage qu'en sauvegarde. Donc on voit effectivement que cette intégration avec nos API ont permis de rendre ce travail-là complètement transparent. Et je finis avec un dernier cas client qui est cette fois-ci non européen, puisqu'on va parler d'une université chinoise qui va encore un peu plus loin dans la mise en place d'un cas d'usage. Le client a mis en place un portail web grâce à l'intégration de nos API. Il s'agit là d'un centre HPC avec un partage des ressources de calcul et de stockage. Donc son objectif, c'est vraiment de mettre en commun du stockage et il faut pouvoir donc du coup permettre aux scientifiques de planifier et de réserver leurs accès sur le stockage. Donc on voit voilà 3 cas d'implémentation très différents. Euh, les besoins sont à chaque fois assez mixtes et implémentés différemment selon les centres de recherche. Donc on voit très bien comment Myria s'adapte auprès des différents centres de recherche et permet cette implémentation de manière transparente à l'écosystème des différents centres de recherche pour venir apporter du confort auprès des scientifiques et évidemment de la sécurité, de la protection de données sont des éléments hyper critiques. Donc, euh, afin de résumer un petit peu ce qu'on a pu voir lors de ce webinaire, donc on a effectivement évoqué le métier de l'ISEM, qui nous a parlé effectivement de leur domaine de compétences sur la paléontologie. Les besoins informatiques pour soutenir cette recherche et en protéger les données. Donc, on a pu aborder avec Yannick l'explosion des volumes des données stockées, la croissance des coûts de maintenance qui a évidemment un impact pour eux, et un besoin impératif de sécuriser les données sous peine d'impact, voire même un impact qui est pour eux même
plus que, je dirais, voilà, c'est arrivé, je dirais, c'est même plus que anticipatif. On a pu voir avec eux les critères de sélection, donc on a exposé les différents critères de sélection par rapport à la solution. Je vous ai également décrit Atempo, qui est Atempo et quelles sont les solutions. Et on a fini ce webinaire avec différents cas clients pour étendre et compléter un petit peu le panorama sur les besoins des centres de recherche. Voilà. Donc, on arrive un petit peu à la conclusion de ce webinaire et je vais laisser un petit peu la place aux différentes questions-réponses. Alors, je parcours les différentes questions que je remarque. Je vois qu'il y a notamment eu une question lors de ce webinaire sur quel était le volume de données à protéger. Donc, je pense que c'est dans le cadre de l'ISEM, hein, mais on en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous peut-être le réévoquez, Yannick? Oui, ben en fait, donc on avoisine bientôt. Jimmy, tu me reprends si tu as des chiffres beaucoup plus précis, mais voilà, on va avoisiner le péta. On sait que ça va continuer à monter. Là, on a fait avec mon autre collègue Rémi, on a regardé un petit peu, on a analysé sur différents NAS. Ça représente environ 400 millions de fichiers. C'est vrai que Mhm. gérer ça sur des NAS, c'est juste pas possible, quoi. Il y en a de partout, ça part dans tous les sens. Voilà, en tout cas, la volumétrie, c'est ça. On avoisine le péta euh, de- sur l'ISEM. Très bien. Et puis, on a aussi beaucoup de données qui sont plutôt froides, donc c'est pas forcément intéressant de les laisser sur des NAS. Exact. On s'est concerté avec les chercheurs de manière à ce qu'il y ait un certain tri et qu'on puisse mettre ça sur des bandes. C'est des données qui doivent rester disponibles quoi qu'il arrive, mais qui ne vont pas être accédées tous les jours ou toutes les semaines. Donc les bandes, c'est l'endroit parfait pour les mettre. Ouais, on sait que dans la recherche, on doit garder pendant 30 ou 50 ans les données. Il y a des chercheurs, on sait tout ce que c'est les chercheurs, hein, c'est des écureuils, hein. J'avais assisté à une réunion avec des gars de chez Microsoft, c'est comme ça qu'ils les surnommaient, ça j'ai adoré, hein. Les chercheurs, ils emmagasinent tout le temps, hein. Plus vous leur donnez de l'espace et plus ils emmagasinent. Vous arrivez à un moment de votre vie, vous savez plus quoi faire. Et dès que vous voulez supprimer des données ou les trier, il faut surtout pas les jeter. Donc ça, c'est vraiment problématique, je pense, pour nous dans les laboratoires de recherche. Et effectivement, le coût, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que le coût à l'archivage sur des bandes est bien moindre. Je n'ai pas les chiffres là maintenant tout de suite, mais on avait fait cette étude-là, en tout cas avec mes collègues. Le coût de l'archivage sur des bandes est bien moindre qu'un coût d'archivage sur des disques, quoi. Oui. Je crois que c'est 10 fois moins cher. Ah, excusez-moi, je reviens en arrière. Dans les autres questions que j'ai pu identifier lors de ce webinaire, il y avait une question sur quel est le type de stockage que vous aviez. Donc, on avait parlé des NAS, mais peut-être, est-ce que vous avez peut-être, est-ce que c'est le type de stockage ou les marques? Voilà. Est-ce que Ouais, ben on a un petit peu de tout. Effectivement, c'est surtout du NAS. Donc, on peut avoir des B Dell. On avait, parce qu'on n'a plus, mais voilà, on a du QNAP, c'est quoi là, Tywin et tu sais, les deux qu'on avait là, qui étaient en train de lâcher là. C'est Il y des- avait du Tecus. du TQS, du QNAP, un petit peu de tout, mais essentiellement effectivement que du NAS. très bien. Je vois dans les autres questions que nous avons. Est-ce que vous archivez sur bande ou sur cloud, les deux? Ouais, alors on fait que de la bande, hein. C'est que sur bande. Effectivement, donc c'est très récent pour nous, hein, parce que c'est quand même un besoin également qui a été. Alors nous, on n'arrêtait pas de demander effectivement une solution pérenne.
Effectivement, c'est venu ensuite de la direction. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire sans l'accord enfin, sans l'aide de la direction, parce que c'est quand même un gros service, hein. Effectivement, donc on a pu acheter en partenariat avec, tout à l'heure, vous le montriez avec nos collègues de Géosciences, parce qu'on est 2 laboratoires. Mm. Ils vont bientôt, on mutualise avec eux, ils vont bientôt nous rejoindre dans la solution. Et en fait, on a acheté donc un serveur à bande avec 80 bandes. C'est un Overland, un Neo XL 80, et effectivement, il est entièrement géré par Myria. Ça tourne plutôt bien, ouais. Très bien. Alors, et après, je vois une autre question qui pose la question d'un petit peu qui fait la mise en place Myria. Donc, j'imagine que c'est une question liée aux équipes qui interviennent. Est-ce qu'elles sont peut-être françaises? Comment elles interagissent? Enfin, vous aviez parlé effectivement du critère sur le support qui vous semblait voilà, un support de proximité français. Est-ce que vous avez ce même ressenti pour ceux qui implémentent les solutions? Ouais, effectivement, pour moi, c'est un critère très important de se faire accompagner, en fait. Malheureusement, enfin, je pense que mes collègues, on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de se lancer dans une solution, de se taper la doc Myria. Je crois qu'il y a plus de 1000 pages. Qu'est-ce que je dis, 1000 pages? Je crois que c'est encore plus que ça, mais c'est énorme. En fait, il était important d'avoir une équipe qui nous fasse un transfert de compétences. Et Mhm. effectivement, donc on a eu affaire à Frédéric Bonneau et avec Yann Thévenet. Effectivement, donc la solution a été installée à ma grande surprise assez rapidement, hein, puisque au bout de 1 heure, la solution était installée et on commençait à lancer le POC parce qu'on a fait un POC sur 40 Tera qui s'est parfaitement bien déroulé. Mhm. Là, actuellement, on a la solution qui démarre, on va dire, à moitié à production parce qu'on n'a pas encore toutes les machines, mais on a déjà Mhm. commencé. Donc, on est dans le tuning, on est en train de régler certaines choses pour vraiment commencer à lancer la sauvegarde sur 400 Tera. C'est ça, Timmy? On est sur du 400 Tera là? Oui, Mais c'est ça. voilà, l'installation et en tout cas les 40 Tera ont été backupés sans problème. Et franchement, ouais, ils nous ont vraiment bien aidés sur l'installation, le transfert des compétences. Et maintenant, on est déjà à même de lancer nous-mêmes nos propres archivages sur Myria, parce que c'est quelque chose que je disais tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il est assez intuitif. Vous allez dans infrastructure, vous déclarez vos data movers, vous déclarez. Voilà, c'est assez simple à installer. Très bien. Je regardais les autres questions, j'en ai encore qui sont arrivées. Donc, à un moment donné, se pose la question de quel est le marché dont on parlait. Donc, j'imagine le marché public. Quel est le marché public que vous consultez? J'imagine que c'est ça la question. Ben, en fait, on regarde si l'éditeur est au marché, tout Ouais. simplement. En fait. Et c'est quel site peut-être? Il y a plusieurs sites. Groupement Il y a peut-être logiciel, plusieurs et marchés dans, publics. dans le groupe logiciel, en fait. Et effectivement, on savait même pas qu'Atempo y était, en fait. C'était vraiment la surprise. On pensait qu'il fallait se battre pour réussir à l'avoir, puis non, en fait, non. Donc, ouais, mes collègues connaissent c'est tout ce qui est, c'est dans le groupement logiciel. D'accord. Donc, en fait, il a déjà été validé par les instances et il a montré patte blanche. Ouais, je sais, alors, je sais pas si je dois pas en parler, mais j'avais vu avec votre commercial qui nous expliquait, avec Monsieur De Vichy qui nous expliquait que Atempo travaillait également avec le ministère de la Défense. Donc, c'est clair que voilà, il est plus que validé au sein du gouvernement, quoi. Oui, effectivement. Là, on était sur la verticale recherche, mais effectivement, on adresse aussi différentes verticales qui vont ouais, des ministères de l'Intérieur, des ministères régaliens. Enfin, voilà. C'est effectivement, il y a d'autres verticaux qu'on présentera sûrement lors de prochains webinaires. Dans les questions, alors il y avait, dans les questions, il y avait où stocker les bandes hors site, qui les rebobine. En fait, il y avait différentes questions sur les bandes-là. Je ne sais pas si vous avez des éléments par rapport à ces questions. Alors, les bandes sont gérées par des codes barres. Hmm. C'est comme ça que ça fonctionne, enfin, de ce que j'en sais, de ce que je connais, en tout cas de mon expérience, ça a toujours été comme ça. C'est moi qui ai collé les 80 codes barres, donc je sais que ça fonctionne avec ça. Donc en fait, c'est pas question de la rebobiner ou quoi, ça c'est le robot qui gère de lui-même. Donc en fait, une fois que vous avez fait l'archivage,
vous sortez les bandes et puis vous les stockez ailleurs. Effectivement, moi, je travaillais à l'époque à la délégation et effectivement, tous les vendredis, on sortait les bandes et on les mettait dans un coffre anti-feu. Alors là, l'ISEM, malheureusement, on n'est pas encore équipé de ça. Alors, c'est prévu et qu'on les mette dans un coffre anti-feu. Par contre, effectivement, je ne pense pas qu'elles vont quitter le site. Elles vont rester sur site, mais seront protégées, quoi. Très bien. Et la personne qui sort les bandes, c'est le service informatique. Effectivement, on a fait le choix avec nos collègues de vouloir manager nous-mêmes l'intégralité de ce service-là. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix aux chercheurs de poser ou de prendre. À un instant T, on lance l'archivage et tous les temps, on relance un archivage. Mais c'est entièrement géré par le service info. Après, je vois qu'il y a encore une dernière question qui est arrivée sur la. On pose la question de quelle structure d'indexation correspond à la demande de nos chercheurs, donc entre parenthèses écureuil. Mais voilà, est-ce que je ne sais pas si ça vous parle, Alors hors là, contexte. Oui, non, pas du tout. hors contexte, j'avais un doute aussi. Donc, ceux qui posent la question, n'hésitez pas à repréciser. Si on ne peut pas vous apporter la réponse lors du webinaire, on pourra le faire évidemment par la suite. Donc n'hésitez pas à poser même, même plus tard, hein, si le webinaire se finit, vous nous envoyez les questions. Je pense qu'on est à peu près au bout des questions. Est-ce que quelqu'un en voit d'autres ou est-ce qu'on clôture ce webinaire? De mon côté, je ne vois plus d'autres questions. Très bien. Je pense qu'on peut clôturer le webinaire en remerciant tout le monde pour leur participation et un spécial merci donc à Yannick et Dimitri pour Merci à la vous. co-animation avec Atempo et puis à Renaud, bien entendu, et Armel, voilà, pour votre aide également. Un dernier mot, Renaud? Merci beaucoup. Merci effectivement à Dimitri et Yannick qui ont répondu à toutes mes questions. Et puis voilà, je souhaite à tout le monde une bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.